Hommage maintenant à un homme seul. Je crois que cet exploit-là ne pourra laisser personne indifférent. Nous avions été les seuls ou presque à vous faire part depuis début juillet de la tentative folle d'un Breton de 34 ans, Gérard d'Aboville. Il voulait traverser l'Atlantique à la rame. Eh bien, ça y est, ou presque. Il n'est plus qu'à 250 km des côtes françaises et il a déjà derrière lui 5000 km. Gérard d'Aboville, il habite à Crac et moi j'habite à la Trinité. Donc là, on est en 1977-18, quand il nous dit qu'il va traverser l'Atlantique à la rame, on n'y croit pas trop quand même, parce que c'est couillu, hein. Maintenant, ça paraît facile, mais c'est pas si simple. Bon, comme on est, il y a pas beaucoup de plaisanciers, c'est un tout petit patelin la Trinité. Donc on se voit souvent, les quelques mecs qui naviguent. Alors naturellement, on lui donne un petit coup de main. Et puis moi, je fais partie de sa petite équipe de communication, parce que ça m'amuse déjà la communication. Voilà, et forcément, on l'attend à Brest avec enthousiasme, parce qu'il y arrive. Après 73 jours d'efforts, le rameur solitaire, le breton Gérard d'Aboville, a réussi le grand exploit. Il a traversé l'Atlantique à la rame tout seul, dans son bateau, le capitaine Cook. À l'arrivée, il nous dit, ben voilà, en fait, je me suis pas mal débrouillé parce qu'il y a eu des coups de vent permanents et successifs. Mais ce qui serait amusant, c'est de voir un peu comment ça se passerait si on partait à plusieurs avec le même bateau pour faire une espèce de course. C'est un projet qui nous trotte dans la tête pendant pas mal d'années. Et puis malheureusement, la vie est ainsi faite que chacun va qu'à ses occupations, le temps passe et on n'y arrive pas. Jusqu'au jour où je rencontre Antoine Croyère, qui lui revient de Guyane, et où il a vécu pendant 25 ans. Et il est contacté par le ministre du Tourisme de Jacques Chirac, qui se trouvait de Guyanais, et qui lui dit, moi je voudrais profiter de ma position au ministère pour monter une sorte de route du Rhum de la Guyane, et aide-moi à monter cette opération. Antoine, qui connaît bien la Guyane, sait très bien que c'est pas très simple, les fleuves, il n'y a pas de port vraiment. Donc faire venir des grands monocoques, des grands multicoques, c'est pas simple. Les rivières ont peu de tirants d'eau, les fleuves sont peu profonds. Donc il se dit, ça paraît compliqué de monter une opération sérieuse avec des grands bateaux. On se rencontre, on discute un peu, et je lui dis, tu sais, moi j'ai un projet que je traîne depuis 20 ans, 25 ans, un projet de traverser l'Atlantique à la rame. Ça pourrait peut-être marcher parce que les bateaux à rame, ils n'ont pas besoin de grosses infrastructures ni de grands tirants d'eau. Voilà. Le projet ressort des cartons. On le soumet à monsieur Léon Bertrand qui dit, mais vous seriez capable de le faire en vrai? On lui dit oui. Et donc voilà comment ça démarre. On se met à l'ouvrage, on va au salon nautique avec un prototype que j'avais construit. Et puis on essaye de persuader des coureurs. On en persuade 1, 2, 5, 10 et en 2006, on part à 15, ce qui était déjà pas mal, pour une grande aventure puisqu'on ne savait pas trop si on y arriverait ou pas. Ça se passe plutôt bien. Le premier met 40 jours, c'est Romain Verger et voilà, l'aventure démarre comme ça. Ça fait son petit bonhomme de chemin puisque vu le succès de la première en 2006, on se dit recommençons en 2009. Là on est 22 et en 2009 on a le précieux secours, le premier précieux concours de la société Bouvet qui nous accompagne, ce qui nous permet de monter une opération assez sérieuse avec une belle médiatisation puisqu'on a un budget relativement conséquent. On est aidé par, bien sûr, toute la Guyane, le conseil régional, le conseil général, la mairie de Cayenne, un peu la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, tout le monde s'y met et on fait une belle épreuve, tant et si bien que ça se passe bien et que Bouvet, en 2012, dit moi je reviens avec vous et tous les partenaires institutionnels de Guyane continuent avec nous également. Et là, on est 23 participants. On aurait pu être 30, mais on en dissuade quelques-uns dont on pensait, peut-être à tort d'ailleurs, qu'ils n'étaient pas vraiment prêts. Et donc on voit bien qu'il y a un engouement. Là on fait un gros carton médiatique, ça se passe très bien. Mais Antoine comme moi, on commence à vieillir un peu et on se dit tiens, c'est le moment peut-être de passer la main et de donner la course ou de la vendre ou de la donner à une équipe. Et là nous on se dit mais au fond ça s'appelle Rame Guyane, il faudrait vraiment que ça revienne à une équipe de Guyane.
Donc on cherche un peu, c'est pas très simple, jusqu'au moment où l'équipe actuelle, donc Olivier Bernard, Denis Burlot et quelques autres, se disent pourquoi pas, effectivement c'est un bel événement pour la Guyane. Je dirais qu'au départ, la reprise de la course, c'est pas quelque chose de prématuré. Je dirais c'est quand on a vu que la course allait sombrer, que cette magnifique aventure allait s'arrêter purement et simplement, je dirais petit à petit, je me suis retrouvé devancé, un peu propulsé à l'avant, alors que ce n'était pas du tout le but du jeu. Je dirais que la région ne voyait pas d'un bon oeil que cette course s'arrête, c'est la seule course transatlantique qui existe en Guyane, et c'était effectivement vraiment dommageable pour la Guyane et pour les Guyanais que cette course s'arrête. Et je dirais que moi j'étais impliqué déjà en sponsor depuis longtemps dans cette course, j'étais l'un de ceux qui connaissaient le mieux l'organisation. Denis Burlot, qui était conseiller régional, m'a boosté un petit peu pour aller reprendre cette course. Mais de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis retrouvé à reprendre l'organisation de la course. Et on est très heureux de leur passer le flambeau. Malheureusement, c'est la crise. Depuis déjà quelques temps, Bouvet se désengage. Et donc la nouvelle équipe, ramguyane.org, monte l'opération un peu à compte d'auteur, avec moins d'argent, moins de possibilités financières. Le budget de Ram Guyane de l'édition 2012 était d'1 500 000 €. Après le départ de l'entreprise Bouvet, le principal investisseur de cette édition, nous avons obtenu 700 000 € de subventions de partenaires institutionnels et privés qui n'ont pas souhaité que cette course disparaisse ou soit reprise par d'autres, notamment par les Anglais qui étaient fortement intéressés. On n'a eu qu'un an pour rapatrier l'organisation de la course de métropole en Guyane et d'apprendre, parce que je dirais, nous ne savions pas faire. Donc on a formé de toute petite équipe pour pouvoir être le plus réactif possible. Alors ça a été Tara Govindin en tant que trésorière, puisqu'elle est de formation comptable. Je dirais Denis Burlot qui nous regardait un petit peu de loin et essayait de nous aider dans la mesure du possible. Et bien évidemment Pierre Verdu qui avait déjà fait la course, donc qui était un atout intéressant dans l'organisation. Mais je dirais au départ, c'est pas volontaire, ce sont pas les hommes qui font les événements, ce sont les événements qui font les hommes, et dans l'organisation, c'était purement et simplement ça. Le budget communication de l'édition 2012 était de 800 000 €. Il a été réduit de 65% en 2014. On a confié la gestion communication à des professionnels qui ont bien voulu jouer le jeu sur le plan financier. Malgré ce sacrifice budgétaire, les retombées médiatiques ont généré l'équivalent d'1 500 000 € d'espace média. Rien que la victoire d'Antonio de la Rosa en Espagne représente sur le plan médiatique, Internet, tout confondu, Internet, radio, télé, presse écrite, 97 millions de spectateurs. En gros, 1 € investi dans la communication génère l'équivalent de 20 € en termes de retombées médiatiques. Pourquoi la région est partenaire de Ram Guyane? C'est que la région était déjà partenaire depuis la première édition. Maintenant, c'est vrai que c'était Bouvet, Ram Guyane. Donc maintenant, Bouvet s'est en retiré pour des raisons économiques. Nous n'avons pas voulu que cette manifestation de grande envergure disparaisse. Donc effectivement, il fallait avoir un sponsor, un partenaire officiel institutionnel. Et à partir de là, on a décidé de soutenir plus fortement cette manifestation. Nous avons Madame Sirder, qui est la présidente du parc naturel régional de Guyane, qui s'était déplacée au Sénégal pour donner le coup d'envoi. Nous avons fortement accompagné la mairie de Kourou sur l'organisation de l'arrivée, et il y a eu toutes les manifestations successives qui sont venues après, où la région de Guyane a été vraiment, s'est vraiment impliquée de façon à pouvoir recevoir les skippers dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir avec nous des partenaires qui étaient vraiment des partenaires, pas uniquement des sponsors, qui se sont investis à nos côtés, ce qui a permis effectivement déjà de rassurer, car lorsque vous organisez quelque chose aussi important que Ram Guyane, à distance, il faut arriver à prouver à la métropole que vous êtes capable d'organiser, et c'est vrai que les DOM ont toujours un peu regardé le de travers. Donc il a fallu aller au Salon Nautique de Paris, arriver à convaincre, montrer que nous avions avec nous des partenaires financiers qui étaient eux aussi très crédibles, et ça a commencé comme ça. Bon, la course a été mise en difficulté suite au départ du sponsor principal,
Donc bon, il y a eu une mobilisation en Guyane pour que cette course continue d'exister. Ça aurait été dommage qu'elle s'arrête parce que ça aurait été encore un constat d'échec en Guyane. Quelque chose en Guyane qui ne se fait plus. Donc là, c'est avec plaisir qu'on a vu que des Guyanais ont repris ça en main directement. Donc on les a accompagnés un peu exceptionnellement parce que c'est pas la vocation de notre entreprise de BTP d'être sponsor de ce type de course. Il n'y a pas d'aspect commercial pour nous, il n'y a pas d'aspect de vente de matériel ou quelque chose comme ça, mais c'était important qu'on suisse à ses côtés, avec la région de Guyane, avec EDF, avec le CNES, pour essayer de sauvegarder cette course-là, qui c'était important. Ram Guyane, c'est une épreuve d'endurance qui révèle le goût de l'effort à la fois d'une équipe qui organise l'événement, puisque c'est pas facile d'organiser un événement comme ça, et puis des participants qui cherchent à se dépasser. Ça fait 40 ans que EDF est en Guyane, donc depuis 1975, et finalement le goût de l'effort sur la durée, c'est quelque chose qui représente bien l'entreprise. Alors on l'a fait sous forme de deux choses, donc un sponsoring d'organisation, d'un montant important, et puis après l'appui de deux personnes, l'appui donc avec un bateau de Cogit, l'appui de Jean-Pierre Salarié, et puis l'appui à Maciel, un jeune de Kourou qui avait des problèmes pour finir son budget, pour s'inscrire dans la course, et donc on l'a aidé en dernier recours pour qu'il puisse participer à cette course-là et aller au Sénégal. Nous étions à deux doigts d'avoir un participant pour cette course 2014, pour cette Ram Guyane 2014. Bon, pour des raisons effectivement liées à la durée de la course, la personne finalement ne s'est pas positionnée. Il est possible effectivement qu'un agent se positionne et qu'il soit sponsorisé, peut-être un peu plus par EDF à cette occasion-là. On verra, je pense qu'on est en Guyane et on prend les choses comme elles viennent, on incite un peu. De toute façon, le goût de l'effort, ça reste une composante d'EDF, aussi bien au niveau national qu'en Guyane. Les sports d'effort, les sports collectifs également aussi sont des sports que EDF suit, sur lesquels l'entreprise s'investit, parce qu'il y a un symbole fort derrière. Donc on peut penser qu'effectivement EDF restera un acteur. Maintenant, comment, avec qui, avec des agents EDF, uniquement en sponsoring, tout ça, ça sera à échafauder en temps et en heure. Il faut absolument que ces entreprises donc, de Guyane qui puissent se mobiliser pour changer l'image de la Guyane. Moi je le dis, je pense qu'il y a des grandes entreprises en Guyane, notamment qui travaillent dans le spatial, qui ont besoin que cette image de la Guyane s'améliore, parce qu'ils ont des difficultés à avoir des salariés qui viennent en Guyane, eux aussi, dans le spatial, mais très très grandes entreprises, qui construisent des très gros avions. Donc je pense que ces entreprises-là, il faut qu'elles prennent aussi à la Guyane, qu'elles s'y mobilisent, et je pense que si on a 4-5 grandes entreprises qui sont en Guyane, peuvent se mobiliser, on peut faire une belle course. C'est parti sur des bons rails, quoi. C'est des gens compétents, ils ont encore des trucs à apprendre, mais forcément, mais qui ont envie de bien faire, il y a toute une troupe là, il y a les amis de Ram Guyane qui ont de l'expérience. Non, c'est bien. Non, on est content que ça se passe comme ça en tout cas. Comment on voit l'avenir de la course? Alors aujourd'hui, on a un engouement encore plus important. Je pense que les gens se sont rendus compte qu'avant tout d'être une course, c'est aussi une aventure, et une aventure humaine. Et quand on voit 66 personnes préinscrites lors du premier salon de l'organisation Ram Guyane façon guyanaise, c'est encourageant, je dirais, c'est l'essence même qui nous fait avancer. Alors aujourd'hui, je pense que nous allons organiser une petite course qui va venir un petit peu compléter la grande course, car la grande course va continuer à exister. Et effectivement, nous aimerions prendre le contre-pied de Ram Guyane. Ce qui fait la difficulté de Ram Guyane, c'est effectivement une course en solitaire qui est très longue, donc Dakar-Cayenne. La petite course serait plutôt Cayenne, qui serait plus ville d'arrivée, mi-ville de départ, et je dirais sur les Antilles ou sur Barbade. Et plus à ce moment-là en solitaire, mais en duo, sur les mêmes bateaux, ce qui n'est pas forcément plus facile, mais qui va rajouter du piment, je dirais, et nous à Cayenne, on sait ce que c'est que le piment, je dirais, pour cette organisation, et pour les skippers, car tout le monde ne peut pas partir pendant 2 mois ou 3 mois, parce qu'entre l'organisation, les déplacements, une chose ou une autre, Ram Guyane, pour les skippers, c'est entre 2 et 3 mois. Là, une petite course, ça voudrait dire 1 mois, donc c'est déjà plus réalisable pour tout le monde. Après, sur la grande course, le but, c'est de la faire devenir internationale.
Si on veut qu'elle grandisse aujourd'hui, il va falloir passer une marche. Et j'ai la victoire d'Antonio de la Rosa, espagnol, mais on a des gens aujourd'hui qui nous contactent du Québec, on a des gens du côté anglais, nous allons faire le salon très certainement en Allemagne. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, cette course est en train de devenir une course internationale. C'est déjà la plus grande course en solitaire d'aviron du monde. Ce qui peut motiver quelqu'un à faire Rame-Guyane, et comme je le dis souvent, c'est la dernière aventure accessible au commun des mortels. Quel que soit son sexe, son origine, on peut avoir décidé de se surpasser. Et je le dis souvent aussi dans les écoles, quand on fait le retour, puisqu'on a eu la chance d'avoir des écoles qui nous ont suivis avant, pendant et après, j'explique aux enfants que, quels qu'ils soient, si eux ont décidé de le faire, ils peuvent le faire. Et se dire aujourd'hui que n'importe qui, oui, on peut vivre une grande aventure telle qu'on peut le voir avec Eric Tabarly ou Kersozon, genre de choses comme ça, c'est déjà en soi un exploit personnel qui ne coûte qu'à soi-même. Chacun sait exactement ce que ça lui a coûté en intérieur. Donc je dirais, c'est ça. Et la deuxième chose, je dirais, c'est... On sait qu'on va vivre une aventure, on voit des choses exceptionnelles qu'on ne pourrait pas voir dans d'autres conditions. Moi j'ai eu la chance de nager avec un requin-baleine par exemple, mais d'autres skippers ont vécu d'autres choses. Et ça, c'est une aventure exceptionnelle. Quand on ferme les yeux, c'est à ça qu'on pense, c'est à ça qu'on se souvient. Et je pense que le jour où je quitterai ce monde, les dernières fois où je fermerai les yeux, je pense que je serai dans Rame-Guyane en train de nager avec mon requin-baleine. C'est pas du tout dangereux, on ne considère pas ça comme dangereux. Là où on se trompe un peu quand même, c'est qu'on est d'une culture très voileux, et le voileux se prépare sérieusement. D'abord le mec qui part faire des traversées de l'Atlantique ou autre, c'est un vrai marin, il a de la culture, il connaît, donc pour lui il n'est pas question de partir sans une parfaite préparation du bateau, du bonhomme, etc. Or là, on a été un peu naïf en pensant que les amateurs purs et durs qu'on allait emmener allaient se préparer. En fait, ils ne se sont pas préparés, donc la première édition, c'était assez rock'n'roll quand même. On aurait pu avoir des gros problèmes. Les bateaux, les gens sont partis mal préparés, on n'a pas fait de stage, on les a pas mis en situation, on a considéré qu'ils allaient se préparer eux-mêmes. Et finalement non. Par manque de culture, par manque de moyens, par manque de temps, par tout ce qu'on veut, les gens ne se sont pas préparés eux-mêmes. Donc ils sont partis un peu dans une aventure où ça aurait pu mal tourner, quoi. Hein. Et c'est qu'à la fin de la première édition où on a compris que c'était pas raisonnable et que là il fallait quand même préparer les gens. Donc dès la deuxième édition, dès 2009, c'était beaucoup plus carré, quoi. Le stage sécurité, le but c'est d'essayer de faire vivre aux skippers ce qui peut se passer ou en théorie qui ne pourrait jamais se passer en mer, mais sait-on jamais. Donc ça veut dire retournement du bateau, immersion du bateau, ça veut dire tout ce genre de choses. Se mettre en combinaison de survie, être lâché en pleine mer, en pleine nuit, sans savoir ce qu'il y a dessous, ce qui peut arriver sur la gauche, sur la droite. Essayer de comprendre comment fonctionne le repérage en mer. Ok, vous êtes en mer, quelqu'un vous cherche, comment faire pour qu'il vous retrouve. Donc tout ce genre de choses, c'est primordial. Et c'est peut-être pour ça qu'au bout de 4e édition, il n'y a jamais eu de blessés ou de choses graves lors de toute cette course. Et je dirais encore une fois, il y a la responsabilité engagée et le professionnalisme d'une association qui ne l'est pas professionnelle. Perpendiculaire à ton bateau, bien perpendiculaire, cale-toi bien. Nickel. Super, bravo, bravo. Tu vois, c'est hyper facile. La course est très longue. La course est très très longue. Ils ont souvent pas assez de temps de préparation de rame, pas assez de temps de préparation de bateau, une méconnaissance du milieu maritime. Et ils partent pour la moitié un petit peu à l'arrache parce que c'est des gens qui ont des vies privées, qui ont des métiers, qui ne sont pas des aventuriers à 100%. Donc on rencontre beaucoup de difficultés techniques sur le bateau, beaucoup de petits coups de mou, de blues psychologiques, et puis de la bobologie qui s'aggrave, quoi, des choses qui négligent au départ, des petites égratignures, des petits échauffements, des petites inflammations, qui ne gèrent pas assez vite.
et qui prennent des proportions et qui dégradent encore plus le système. C'est un engrenage en fait. Le premier exemple qu'on a eu, c'était l'abandon de Pascal Tesnière où à 4h du matin, vous avez un réveil très matinal par la société qui s'occupe des balises et qui vous annonce simplement qu'il y a un déclenchement de balises. À ce moment-là, le premier réflexe, c'est d'appeler les bateaux qui sont autour du coureur et pour tout de suite dépêcher un bateau de secours sur le courant en détresse. Il faut savoir que quand on a à ce moment cet appel, on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il s'est retourné, on ne connaît pas la gravité de l'événement. Le gros problème qu'on a eu ensuite, c'était avec Olivier Ducap, qui nous a signalé à 8h du matin qu'il avait un petit problème de santé, qui au départ c'était un petit problème, qui suite à une intervention avec les médecins, ensuite avec le SAMU et avec le partenariat qu'on a avec les urgences, on a compris qu'il y avait un véritable problème de santé pour le coureur. Et à ce moment donné, on est obligé de prendre la décision soit d'appeler le CROSS, soit de dépêcher des moyens importants pour sauver une vie. Et là, c'est ce qu'on a été obligé de faire à un moment donné, c'est de prendre cette décision qui est lourde en conséquences. À partir du moment où la balise se déclenche, il faut qu'on arrive à pouvoir gérer d'abord le stress, ensuite le risque et après les conséquences du risque. Puisqu'en fait, sur un cas comme Pascal Tesnière, on n'a qu'une balise de détresse. Moi, je l'ai contacté directement par téléphone, donc j'ai vite compris que c'était un abandon sans risque pour le coureur. Par contre, sur un cas comme Olivier Ducap, la grosse décision à prendre, c'est d'obliger un coureur à abandonner une course. Et là-dessus, si vous envoyez des moyens, comme on a envoyé un hélicoptère pour rien, ça reste quand même sous la responsabilité de l'organisation. Et donc sous la responsabilité du directeur de course. Par contre, ne pas l'envoyer et penser qu'il peut finir, le risque était le risque humain. Et là encore, ce sera des grosses responsabilités pour l'organisation et pour le directeur de course. Et le stage sécu qu'on fait actuellement, il est là pour ça. Il est là pour, je leur dis, vous devez être maniaco-dépressif sur toute petite dégradation matérielle, petits dégâts, maintenance bateau, rangement bateau, bobologie personnelle. Il faut bien manger, il faut bien boire, bien se protéger du soleil, de la pluie, entretenir votre bateau, votre matériel, connaître votre matériel de navigation, tout le matériel de secours. Et c'est cette rigueur jour après jour qui fait qu'on arrive à 1000 milles nautiques d'écart entre le premier et le dernier à l'arrivée, quoi. Ok, donc la procédure est simple. Je rentre par ici, là. Voilà. Je rentre. Ce qui n'est pas forcément confortable. Je rentre un maximum. Voilà. Comme ceci, là. Voilà. J'essaie de rentrer au maximum. Voilà. Et là, j'en suis là. D'accord? Voilà. Je suis totalement OP. Voilà. Là, on va rentrer dans l'eau. On peut voir que je flotte complètement, regardez, vous voyez? Tu ramènes et là t'attends. T'attends. Ce prologue, en quelques mots, c'est une semaine où tous les skippers sont réunis avec leur bateau. Nous exerçons en fait divers ateliers, que ce soit des ateliers qui concernent le désalinisateur, des ateliers de télécommunication avec les téléphones cellulaires. Voilà, il y a différents ateliers de sécurité, utilisation des fusées, et c'est aussi le moyen de rencontrer les d'autres skippers et d'échanger un petit peu la façon d'aménager le bateau, ou du moins d'essayer d'acquérir un certain nombre de retours ou de préparation du bateau. Le prologue a été organisé à Gonfreville-Lorcher, une petite commune à côté du Havre, avec une superbe organisation, avec encore une fois la présence des médias, avec le jaugeur qu'il faut le rappeler, est le même jaugeur que le Vendée Globe, donc c'est quand même, on a tablé assez haut au niveau de l'organisation. Les pierres, donc c'est la canade. Canade, manual, GPS. Ça c'est le harnais. Harnais. Ma mission, c'est surtout de s'assurer que tous les bateaux sont conformes aux règles qui sont établies par les organisateurs et par les coureurs, et que tous les bateaux sont égaux sur la ligne de départ. Ça c'est dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est s'assurer que tous les bateaux sont conformes aux normes de sécurité et qui partent en toute confiance.
Les autorités nous obligent à un minimum d'équipement sur les embarcations pour être sûr de partir en toute sécurité. Il faut savoir que les monotypes Ram Guyane n'embarquent pas de radeau de survie, contrairement à tous les navires qui en principe traversent l'Atlantique. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, il faut que ça marche, il faut que ça traverse et en toute sécurité, sans aucun danger. C'est pour ça qu'il y a autant d'équipements de sécurité sur ces petits bateaux. Il y a très peu de différence entre les bateaux, quelques-unes au niveau des équipements électroniques, voilà. Mais sinon, structurellement et au niveau extérieur, je dirais les bateaux sont très proches, sont les mêmes en forme et en construction. Seul le poids peut légèrement varier en fonction du soin qu'on a apporté à la construction et surtout du chargement qu'on va y mettre, mais tous les bateaux sont des monotypes, ils sont tous les mêmes. En moyenne, les bateaux au départ équipés, chargés, prêts à partir, je pense, sont autour de 900 kg au minimum. Ils doivent être plutôt autour entre 900 et 1 tonne. Voilà. Il y a entre 200 et 300 kg d'écart entre je dirais un bateau plus léger et un bateau le plus lourd. Le prologue, c'est un moment important. C'est un moment important parce que d'abord, il y a la jauge des bateaux. Et je pense que pour tout le monde, c'est un moment quand même incontournable où on a des choses à affiner sur notre bateau. On n'est pas toujours au point complètement avant le départ, donc c'est important parce que nos bateaux partent dans 3 jours dans les conteneurs. Donc pour tout le monde, ça a demandé des soirées un peu longues pour ça. Un bateau n'est jamais prêt. Maintenant, il faut qu'il soit prêt effectivement par rapport à une jauge qui, effectivement, dans le cadre de ce prologue, existe bien, est bien réelle. Cette jauge, elle est appliquée de manière stricte par un jaugeur. Et effectivement, c'est toujours un peu stressant parce que c'est ce qui valide quand même le bateau avant son embarquement. Mais en même temps, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui nous dit bah, attention, c'est aussi derrière tout ça, c'est aussi votre vie. 1, c'est 658. C'est bien d'avoir une échéance au 1er septembre et non pas 18 octobre, parce qu'il faut être prêt au 1er septembre, première semaine de septembre, pour que les bateaux puissent partir en container. Et ça, il fallait absolument, parce que sinon, Domagne, et puis au 18 octobre, on serait touré comment? Là, logiquement, on est prêt. Tout à l'heure, j'ai évoqué les petites dépressions tropicales. C'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce vent que je reçois et où est-ce qu'il va. On a eu une semaine avec différents formateurs sur la météo, avec une kiné, etc. Donc des choses vraiment importantes à connaître. Donc c'est toujours très positif. On va tirer, on va au moins atteindre la porte du garage. Tu veux que j'enlève ma voiture? D'accord. Peut-être. C'est vraiment ta voiture? Oui, c'est vraiment ma voiture. Tu peux virer ta bagnole. Attends. On garde bien ses vis et ses écrous. On a eu des ateliers très intéressants, des rappels, parce qu'il faut rappeler cette aventure. Il y a tellement de choses à enregistrer qu'on ne sera jamais prêt de toute façon sur la ligne de départ. Il faut peaufiner notre... Et là, il nous reste un petit mois pour finir de nous préparer. C'est des vents d'est ou sud-est, d'accord? Je me disais, allô, on va parler psycho, on va parler ci, on va parler ça. Et ben, finalement, ça a confirmé des choses que j'avais en tête, que j'entrevoyais ou qui étaient déjà bien sûres. Et puis ça m'a appris d'autres choses aussi. Et on dit, si vous visez 50 jours, il va en falloir encore par le vent. En plus, il y a les anciens skippers qui sont là, qui sont comme la référence, qui nous aident au niveau de la préparation du bateau et au niveau aussi de la réflexion par rapport à ces conditions extrêmes qu'on va rencontrer. Ici, je vois 0,5 nœuds, 0,6 nœuds. Mais ici, j'ai des courants qui me renvoient vers l'est. Je pense qu'en fait, tout est utile. Mais ce que j'ai aussi aimé de cette semaine, c'est surtout la rencontre avec tous les skippers. Tout le monde se donne ses petits trucs, on s'aide. Je crois que c'est important. La Ram Guyane, oui, c'est une course, mais c'est vraiment une aventure. C'est que tout le monde
tout le monde est ensemble. On vit ensemble. Là, depuis une semaine, on est vraiment tous ensemble. Ouais, mais il y a une petite camion comme ça. Et puis on met ouais, voilà, un peu tout. C'est l'occasion de rencontrer les autres. C'est la première fois qu'on se voyait tous. Et à ce niveau-là, c'est très enrichissant aussi. De confronter les expériences de chacun, de voir au niveau des bateaux les petits trucs, les petites astuces, la manière d'aménager les bateaux. Je pense qu'on a tous fait le tour, on a tous été voir les bateaux des autres, discuter avec les uns, avec les autres. Et c'est sûr qu'il y a toujours, même à un mois du départ, des petites infos, une manière on peut prendre quelque chose de manière à perfectionner nos propres bateaux avec ce qu'on a pu voir sur les autres bateaux. Ce prologue il se termine toujours par une petite régate. Ce que nous avons fait hier, et l'idée de cette régate, voilà, c'est de mettre les bateaux à l'eau, de montrer qu'il existe une course, un concept, et puis de vivre aussi avec les médias des moments, et remercier à la fois nos partenaires, que sont Marfred, Somap et Centrimex, ces deux derniers qui viennent de nous rejoindre. Hier, on a eu la chance de pouvoir naviguer, donc on est parti naviguer dans le bassin du Havre. Là aussi, ça a été un moment fort parce qu'on s'est tous retrouvés sur l'eau. Donc on a appris à connaître les autres skippers aussi. On se connaissait quelques-uns, mais moi je ne connaissais pas tout le monde. Et en fait, c'est une grande famille, quoi. Donc cette semaine de prologue nous permet on va vivre une aventure ensemble. Voilà, j'aime bien ce mot ensemble. On échangera quelques pépites. Ça m'a bien plu. C'est une bonne semaine. Je crois qu'on est vraiment une bonne famille sur cette eau et je pense que là, la mer va nous rassembler encore un peu plus. C'est une vraie aventure, plus qu'une régate, c'est une vraie aventure avec soi-même et avec ses copains parce qu'il faut dire qu'il y a un vrai groupe qui est en train de naître, de gens qui vont partir vivre la même chose et ils arriveront de l'autre côté, je l'espère, avec plein d'histoires à se raconter et en ayant vécu des choses assez similaires, c'est ce qui fait l'intérêt de la course. Ah d'accord, nous avons eu une dizaine de jours pour nous préparer et la volonté de l'organisation c'était de regrouper tout le monde au même endroit. Nous voulions que les partenaires, les amis, la famille, les skippers soient à peu près tous au même endroit. Mais au niveau de la préparation des bateaux, il nous fallait une zone pour pouvoir travailler car il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau, surtout avant une grande course comme celle-là. Et effectivement, on nous a mis à disposition la base de Bel Air, qui est une base militaire. Et donc tous les bateaux étaient positionnés à cet endroit-là. Ça a permis de travailler dans d'excellentes conditions et ça aussi, ça fait la réussite de la course. Mais par contre, tous les soirs ou le matin, tout le monde était au même endroit pour prendre un petit déjeuner, pour, je dirais, évacuer un petit peu déjà le stress, pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir faire ce genre de choses. On nous a livré directement les bateaux en conteneur directement sur la zone de Bel Air. Là aussi, pas de souci administratif. Donc je dirais encore une fois, les autorités du Sénégal ont vraiment joué le jeu et ont été vraiment à nos côtés. Sur l'autre machin, si on peut, hein. Parce que ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut s'attendre à ce que les skippers qui sont avertis depuis 2 ans qu'ils vont faire cette course, que le date du départ, mais que les bateaux soient prêts, qu'il n'y ait plus rien à faire. Et c'est absolument faux. Ouais, mais ça va pas, c'est trop lâche. Il y a toujours quelque chose à faire. Au dernier moment, j'ai des roulements qui ne fonctionnent pas du fauteuil, j'ai telle chose qui ne fonctionne pas. Et on l'a vu même après le départ un petit peu. Il faut voir un peu le stress, parce qu'une fois qu'on refait la vérification, le checklist du bateau, on se rend compte qu'il manque quantité de choses. Et là, effectivement, il y a les systèmes D, il y a aller chercher un magasin dans Dakar qui va trouver la pièce du bateau que vous ne trouverez jamais. Donc voilà, il faut vraiment, ça reste des amateurs. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est que c'est la plus grande course d'amateurs. N'importe qui peut la faire, cette course.
votre boucher, le boulanger, le mécanicien, et ils réagissent comme des amateurs. Ils n'ont pas derrière eux un staff avec 5 mécaniciens, 2 peintres, 3 préparateurs physiques, ça n'existe pas. Donc ils sont obligés de partir à la chasse aux sponsors, de gérer tous leurs petits problèmes. Ils viennent de quitter leur travail, c'est souvent sur leur temps de travail, de vacances qu'ils vont pouvoir partir sur la course. Alors ce qui est génial dans toute cette préparation, c'est une quantité d'anecdotes. Je dirais Olivier Ducap qui met son bateau à l'eau et il y a un trou, il est en train de prendre l'eau, il est en train de couler. Il y a quantité d'anecdotes comme ça qui sont croustillantes et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de venir suivre cette course à Dakar, sans parler bien évidemment de la soirée VIP où on a eu les autorités sénégalaises qui se sont déplacées. Il y a eu une super ambiance entre les anciens skippers, les nouveaux skippers. Parce que, je dirais, aujourd'hui, Ram Nguyen, ça reste une très grande famille. Pour les 18 skippers de Ram Nguyen, c'est le dernier petit déjeuner à terre. Dans seulement quelques heures, la flotte quittera les côtes d'Afrique pour celles de l'Amérique. Dans seulement quelques heures, Salomé, Philippe, Patrice, Rémi et les autres lèveront l'ancre pour une traversée en solitaire de plus de 50 jours. Forcément, l'instant est un peu solennel. Plus de 4700 km à la force des bras, de Dakar au Sénégal jusqu'à Cayenne, en Guyane française. Ram Nguyen, c'est une des plus longues courses à l'aviron au monde. L'océan Atlantique d'est en ouest, seul, sans assistance, à la vitesse d'un homme qui marche. Une aventure humaine dans laquelle se lance, tous les 2 ans, et pour la 4e fois, une poignée de rêveurs un peu obstinés. Cette année, 2 femmes et 16 hommes venus de toute la France, de la Guyane à la Bretagne en passant par la Vendée, l'Ardèche ou même Madrid en Espagne. 18 participants avec le même rêve, arriver de l'autre côté et se sentir le temps d'une traversée un peu plus grand qu'eux-mêmes. Minutes avant le départ sur les bateaux, tout le monde là. Allons-y. Top, c'est parti là. Allez, à l'arrivée. Un océan à la force des bras. L'Everest pour un rameur. Et pourtant, au moment de prendre le large, personne ne semble inquiet. Faites. Je fais du rugby, moi je vais parler. Les concurrents, Salomé, Gérard, Richard, tous ont l'air plutôt soulagés. 2 ans que les rameurs attendent ce moment. Des mois et des mois de préparation, de recherche de financement, d'attente. Certains, comme Jean-Pierre, Pascal ou Philippe, ont déjà tenté l'aventure lors des éditions précédentes. D'autres attendent depuis plus longtemps encore. Quand ils ne traversent pas l'Atlantique à la rame, Didier Thor organise des sorties pêche depuis le port du Guilvinec, à la Pointe Bretonne. Ram Nguyen, chez les Thor, c'est une histoire de famille qui dure depuis bientôt 10 ans. C'est mon frère qui m'en a parlé la première fois de cette course-là, en 2005. J'ai failli la faire en 2000. Lui l'a faite en 2009. Moi, j'étais son routeur. Et j'ai failli la faire en 2012. Je me casse le bras 2 mois et demi avant le départ. Donc voilà, j'avais le bateau, j'étais prêt à partir quasiment. Et bon, bah voilà, un aléa, comme on dit. Avec un seul bras valide, impossible de prendre le départ en 2012. Pourtant, la mésaventure de Didier n'aura pas raison de sa détermination. Je me suis laissé un petit temps quand même, après une fracture, une double fracture, etc. Tu dis bon, c'est un peu lourd quand même, mais bon, je me suis laissé le temps de la réflexion, mais en fait, je crois que c'était tout réfléchi. Et à mon avis, le plus difficile, c'était d'être au départ de Dakar. Après, sauf blessure, je dirais, ou bateau coupé en 2 par un cargo, je vois pas bien ce qui pourrait m'empêcher d'arriver en Guyane. Le plus dur était d'être au départ, mais cette fois, c'est la bonne. Sur la plage, Didier et les autres se disent au revoir, se souhaitent bonne chance. Parfois, les adieux sont un peu difficiles.
Mais il n'est plus question d'hésiter. L'océan est là, il attend. Le moment est venu de prendre le large. Les skippers ont tous rejoint leur bateau. Avant 60 jours de mer, c'est le moment de vérifier qu'on n'a rien oublié. En solitaire, souvent, c'est une question de survie. Et parfois, pas vraiment. J'ai oublié la ratatouille, c'est un gros drame. Jean-Pierre Lassalarié en est à sa deuxième participation. La première fois, en 2006, il avait raté la ligne d'arrivée. Cette fois, il ne veut rien laisser au hasard. Ah ouais, non mais là c'était là, ma mère elle se suicide à l'arrivée si elle voit que j'ai pas pris la ratatouille. Putain, elle m'a tellement pris, pas pris la tête, mais tellement fait penser à ça que je l'ai oublié. Les autres sont déjà en place et attendent le signal. Sur le bateau officiel, Hélène Sirder, représentante de la région Guyane, s'apprête à annoncer le départ. Et hier, c'est la que j'ai embarqué dessus. Une minute avant le départ. Une minute avant le départ. C'est bien. Et c'est la première fois que j'ai embarqué dedans hier, mais... Les familles et les proches des skippers sont venus les encourager pour les premiers coups de rame. Les pêcheurs de la baie ont laissé leur ligne de côté. Tous ont du mal à y croire. Départ officiel de la course Rame Guyane. À tous les rameurs, départ de la course officielle Rame Guyane 2014. Départ officiel. Allez, à cette heure-là, dans 3 semaines, ça reste. Le premier coup de rame, enfin ça fait vachement de bien. Là on est parti, ça y est. C'était facile de laisser mon père et ma soeur. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, putain! Voilà. Dans l'euphorie du départ, on oublierait presque que ces lourds bateaux en contreplaqué de près d'1 tonne ne dépassent jamais les 3 nœuds. À voir la lenteur de ces embarcations, on prend toute la mesure de l'exploit que représente cette traversée. Lentement, très lentement, les bateaux s'éloignent, dépassent l'île de Gorée et finissent par sortir de la baie de Han. Les distances entre les concurrents se creusent, les familles et les accompagnateurs regardent s'éloigner les bateaux. Dès les premiers milles, plusieurs stratégies se dessinent.
Des vents contraires sont annoncés pour les prochains jours. Sans voile pour aider le bateau, impossible d'espérer remonter au vent à la seule force des bras. Rester, tenter le coup en travers du vent, personne ne sait trop quoi faire. Je sais pas, moi le routeur, je comprends rien là. Te dit quoi le routeur? Il dit qu'il faut observer. Bon, on va observer. Voilà. Le vent semble décider à empêcher le départ de la course. On se pose la question de savoir si on va y aller ou pas, sachant que tout le monde a dégringolé beaucoup dans le sud, mais commence à progresser un peu vers l'ouest. Donc la question étant que les prévisions sur 2 jours ou 3 jours sont pas très bonnes, en tous les cas sont identiques à celles d'aujourd'hui, il va peut-être falloir se lancer quand même à trouver la zone météo la plus favorable. Pourtant bien parti, après plus de 24 heures passées à ramer, Rémi Landier est rabattu vers la côte. J'ai ramé toute la nuit. On m'a dit que j'étais 2e. Et puis je suis pas arrivé à passer. Il me semblait que j'avais fait le plus dur. Il me semblait vraiment que j'avais fait le plus dur. Et puis ouais, ça fait chier. J'aurais pas dû monter en fait. Il y en a beaucoup qui se sont mis à l'abri. C'est vrai que les conditions n'étaient pas bonnes. Pour tous ceux qui sont partis, c'est le même constat. Impossible de se décoller des côtes. Plus au sud, Patrice Massiel a même été contraint de jeter l'ancre pour ne pas s'échouer sur la plage. J'ai bataillé un bon moment et je suis pas arrivé. J'ai même pas encore mangé en plus. Je pensais que ça allait mieux se passer que ça. J'ai eu un coup de vague, la caméra elle est partie à la mer. Ah ouais? Vraiment, hein? Un peu plus au large, après avoir lutté plusieurs jours contre le vent, Mathieu Martin a été obligé de s'ancrer lui aussi. Mais la mer est calme et le soleil brille. Pas de vraie raison de s'en faire. Ah ben, à défaut de pouvoir ramer, hein, ben on va se baigner, on prend le temps, on regarde autour de nous, on fait quand même un peu attention. Voilà, donc toujours attaché, toujours de sécurité. Si ça se calme un peu, j'irai nager un peu plus loin. Je mettrai un bout et je ferai une photo de plus loin. Voilà. Tout va bien. Il n'y a plus qu'à attendre, prendre le temps. On est venu chercher ça aussi un peu, prendre le temps. Au nord aussi, on prend le temps. Tous ceux qui le peuvent encore décident de faire demi-tour. Retour sur Dakar. Après plusieurs jours et plusieurs nuits sans dormir, une grosse partie de la flotte est toujours au mouillage à seulement quelques milles du départ. Et alors que les bateaux restent ancrés, les réserves de nourriture descendent. La situation est claire, c'est un bateau qui a besoin pour avancer d'avoir le vent et le courant bien placé, on va dire 3/4 arrière du bateau. À partir du moment où on n'a pas ces conditions-là, c'est difficile de traverser. Alors on peut faire un effort de 24 heures, voire 48 heures grand maximum, on s'épuise très vite. Et on l'a vu ces derniers 48 heures, ça a été assez difficile. On voit bien que les gars se retrouvent, ce sont des efforts pas perdus, mais disons qu'il faut préserver ses forces. Et on a 50 jours à 55 jours qui nous attendent, il faut partir dans de bonnes conditions. Si on part du Sénégal pour attraper l'Amérique du Sud, c'est pas innocent, donc il faut que toutes les conditions soient réunies pour faire une traversée et limiter les risques quand même. La situation est claire, mais surréaliste. Une semaine après le départ de la course, dans l'Anse-Bernard au pied du palais présidentiel et des grands hôtels, une partie de la flotte a pris ses quartiers. En attendant que le vent tourne, les rameurs s'occupent comme ils le peuvent. Pour ceux qui ont choisi de tenter le coup contre le vent, la course a déjà plus que commencé. À force de lutter, les rameurs semblent déjà usés. Premier au classement depuis plusieurs jours, Olivier Bernard somnole aux avirons. Grosse fatigue depuis 2 jours parce qu'effectivement j'essaie de remonter vers l'ouest. Et là vraiment gros fatigue, je suis complètement explosé, il n'y a pas d'autre terme. De tel point que tout à l'heure je me suis endormi sur mon banc de nage, donc ça devient grave. Patrice Charlet est parvenu à redresser sa trajectoire.
Déjà très au sud, la Rebelle file maintenant vers l'ouest et la Guyane. Mais le départ a laissé un goût amer. J'en avais marre de ramer contre le vent et la houle. Je me suis dit, je vais mettre mon ancre flottante. Donc j'ai mis mon ancre flottante et j'en ai profité pour ranger le bateau. Le début de course est loin de se dérouler comme l'avait prévu Patrice Charlet. Un mois plus tôt, au port de la Forêt-Fouesnant, en Bretagne, le skipper avait emprunté les clés de PRB, le mastodonte de 60 pieds de son pote Vincent Rioux, une bête de course taillée pour la route du Rhum et le Vendée Globe. Même peinture que la Rebelle, orange, sortie de l'usine où travaille Patrice Charlet. Ouvrier sur des voiliers de course, ancien boxeur, champion de pirogue polynésienne, la compétition, la course au large, c'est son monde. Alors Rame Guyane, Patrice la voyait comme un challenge, mais surtout comme une façon de ralentir un peu, de changer d'échelle. La compétition, le podium, tout ça, ça me plaît toujours. Ça, depuis des années, ça a toujours été, et quand je pars faire quelque chose, c'est pour être dans les premiers. Moi, j'ai toujours été dans le haut niveau, que ce soit en boxe ou en pirogue. Et au jour d'aujourd'hui, j'aimerais choquer un peu, ralentir un peu tout ça et profiter de cette course pour me poser des bonnes questions. Et se dire que tu ne peux pas aller à fond tout le temps. Donc on va essayer de rétablir les choses comme elles doivent être rétablies. Peut-être avoir une autre vision de la vie, parce que là on vit un peu trop vite. L'ordinateur, les voitures, les machins, riri, rara. Et se reposer les bonnes questions et prendre la vie peut-être un peu plus cool. Et je crois que la Rame Guyane, là on va vraiment avoir le temps de se poser la question, de réfléchir. Le début de la promenade s'est transformé en épreuve d'endurance. Et la route est encore longue. À Dakar, c'est d'ennui que souffrent les rameurs. J'attends ce moment-là avec impatience. Ouais. Ça va le faire. J'ai confiance. Mais selon Richard Perret, une fenêtre semble justement s'ouvrir dans les prochains jours. Mardi matin, s'il y a confirmation de Dominique, je ne peux pas dire que je mets l'étoile, mais... Ouais. 2 jours plus tard, en effet, la bascule est là. 10 jours après le départ officiel de la course, la chance tourne enfin, et le vent avec. Mardi 28 octobre, ça y est, c'est à nouveau le grand départ. Donc les côtes s'éloignent au fur et à mesure. Un bon vent du nord, des courants plutôt porteurs, une mer un peu hachée qui est dure à naviguer, mais globalement ça va. Tout le monde a profité de la fenêtre météo. Un seul mot d'ordre, s'éloigner le plus possible des côtes avant que le vent ne change d'avis. Mathieu Martin a rangé son maillot de bain et tire aussi fort qu'il le peut sur les avirons. Rémi Landier tâche d'oublier les souvenirs de son premier départ. Patrice Maciel a finalement quitté la plage et les cocotiers de la petite côte sénégalaise. La terre a disparu. Partout, l'océan. Et l'Amérique qu'on imagine de l'autre côté. Mais alors que tout le monde regarde s'éloigner lentement la flotte, une balise de détresse est déclenchée, à seulement quelques milles des côtes. Un premier abandon, à peine croyable. Pascal Ténière participe à la course pour la 2e fois. En 2012, après seulement 3 jours de navigation, un violent mal de mer et une blessure à la main avaient contraint le skipper de Charlotte à abandonner. Le rameur a voulu retenter cette année l'aventure. Mais rien n'y fait. La peur du large a été plus forte. Dans un état second, Pascal Ténière demande un remorquage jusqu'au départ. Pour lui, la course est terminée. Le lendemain, Pascal a repris ses esprits. Encore sonné, il tente de comprendre ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, d'un seul coup j'ai eu une crise d'angoisse, je me suis mis à trembler de partout et j'ai très vite attrapé le mal de mer et la situation est devenue un petit peu incontrôlable. Si j'ai déjà des crises d'angoisse à quelques milles du départ, comment j'aurais pu gérer une crise d'angoisse en plein milieu de l'océan? Et je ne sais pas, puisque ça c'est l'inconnu.
Il semblerait que finalement je ne sois pas à la hauteur de ce défi. Est-ce que j'ai surestimé mes capacités? Peut-être. Toujours est-il que j'ai tenté 2 fois l'aventure, je ne regrette rien. Je pars du principe que dans la vie, il vaut mieux oser que de regretter. Voilà, la vie est ainsi faite et puis l'avenir demain, le soleil se lèvera, il se couchera et la vie continue. En mer aussi, la vie continue. Pour les 17 skippers restants, qui ne se doutent pas encore de la mésaventure de Pascal, les premières petites routines. Voilà. Je vais me régaler. Dicen que hace mucho calor, pues yo no lo siento. À mesure que les rameurs s'éloignent du rivage, les barques de pêcheurs sont de plus en plus rares. Plus aucun risque maintenant de s'en mêler dans un filet dérivant. Mais les rameurs ne sont pas encore hors de danger. Il faut encore traverser l'autoroute maritime ouest-africaine. Un cargo de cette taille pourrait passer sur un bateau sans même le voir et continuer sa route, l'esprit tranquille. Et voilà ce qu'on voit passer au réveil, tout près de Soa. On est à une distance de 200 mètres à peu près. Un joli petit bateau qui de toute façon lui m'aurait pas vu, voire m'a pas vu du tout. Voilà, c'est assez toujours impressionnant, toujours c'est un peu ouais, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Hein. Et alors pour vous montrer à quel point c'est pas fini, et il suffit de tourner un petit peu et paf, vous voyez au fond. Et ben voilà, au fond il y en a un qui arrive. Il m'envole, il me cherche. Allez, je complète ma collection de Unico Siena. Et ben voilà, il est pas mal celui-là aussi. Fin pour l'instant de l'épisode cargo. J'en suis au 3e depuis ce matin qui me frôle. Celui-là était encore plus proche que les autres, impressionnant. Alors j'avais prévu de me reposer parce qu'effectivement j'étais un peu fatigué, mais je crois que la zone n'est pas très bonne. Je vais essayer de m'écarter au maximum de la côte. Je sais pas comment je vais tenir, mais là je le sens pas bien quand même. Et je suis sorti comme un pressentiment et le temps d'enlever vite fait l'ancre flottante. Heureusement j'avais laissé les avirons en poste parce que j'étais rentré qu'une demi-heure. Je peux vous dire que j'ai fait comme si j'étais parti faire un sprint, je me suis écarté, bon je pense qu'il serait passé quand même à côté, mais il serait passé très très près. Bon, frayeur, les gouttes qui tombent encore, mais bon, émotion, salut. Après quelques jours d'angoisse permanente et d'insomnie, la flotte s'est enfin dégagée des grandes routes maritimes. Les rencontres humaines se font de plus en plus rares, la nature se fait plus grandiose, omniprésente. Les rameurs entame un long tête-à-tête avec l'océan. Sous les bateaux, c'est un véritable aquarium. Les embarcations attirent les bancs de petits poissons, qui eux-mêmes en attirent des plus gros, et ainsi de suite. Regardez avec qui je suis aujourd'hui. Regardez. Regarde-moi comme elle est belle. Elle est superbe. Une superbe tortue. À moins d'une semaine des côtes, les bateaux traînent tous leur petite colonie de dorades coryphènes derrière eux. En solitaire, mais jamais vraiment seul. Mais parfois, de l'avis de Mathieu Martin, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors depuis ce matin, j'ai un nouveau camarade de jeu. Il est là depuis une petite heure. Voilà, il est tranquille, il est paisible. Alors je le connais pas, donc je vais éviter d'aller me baigner. Enfin, voilà. Mais la palme de la rencontre la plus insolite revient sans doute à Olivier Bernard.
requin-baleine, parfaitement inoffensif pour l'homme, malgré sa taille. À terre, ils sont nombreux à suivre avec attention la progression des rameurs. Bien sûr, il y a les familles, les routeurs, les médias, mais pas seulement. Dans les écoles, les rameurs ont aussi de nombreux fans. Aujourd'hui, les CM1 de l'école Jean Massé reçoivent la visite de Michel Aurault, l'un des fondateurs de la course. L'occasion de poser quelques questions. Et le poids obligatoire. C'est tous le même Oui, mais bateau. c'est quoi le poids? C'est combien? Le poids minimum, c'est 480 kg. Même si, pour les plus attentifs, le principe est déjà plus ou moins compris. Allez, équipe, rameur. Non, pas du tout. Le premier bateau qu'il avait s'appelait Croquignol, en vrai. Les CM1 de Jean Massé ont déjà leur skipper. Depuis le départ, c'est Jean-Pierre Lassalarié dont ils suivent la progression. Grâce au téléphone satellite embarqué, aujourd'hui, ils vont pouvoir lui poser directement quelques questions. Mais le téléphone satellite reste une technologie aléatoire. J'entends pas bien. Oui, non, la question c'est bien, quelle est ta motivation? D'accord. Très bien, passez d'abord. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, on l'a entendu déjà. Hein. On l'a entendu. C'est ça qui compte. Car peu importe la qualité des communications, la machine à rêve tourne à plein régime. Jusqu'ici, les CM1 de Jean Massé ont eu du flair. Leur champion a pris la tête de la course. Jean-Pierre Lassalarié et son bateau Cogite creusent l'écart depuis une dizaine de jours. Et le leader a maintenant près de 2 jours d'avance sur ses poursuivants. Là, je suis assez content. Bon, il y a des sérieux concurrents derrière, mais pour le moment, j'arrive à tenir un petit écart que j'essaie de conserver. Apparemment, il y a 3 options. Donc, nord, où je suis. Intermédiaire, c'est Rossa. Et Thor, qui est complètement sud. Et voilà, pour le moment, c'est... Le vent, il n'arrête pas d'adonner, il bouge, il change. C'est un peu désordonné. Hein. En effet, pour tout le monde, la progression est difficile. Catherine Barrois fait partie du groupe d'intrépides qui ont tenté leur chance contre le vent, dès le départ, sans prendre le risque de perdre du temps au mouillage. Pourtant, la rameuse, l'une des 2 femmes de la course, n'est en compétition que contre elle-même dans ce monde d'hommes. Quand j'avais 20 ans, je voulais faire comme les garçons, moi. Mais j'ai compris qu'avec l'âge, on ne peut pas faire comme les garçons. On n'a pas la même force. On n'a pas les mêmes qualités, on se complète. Donc moi, je le fais en tant que femme. Je pense que je serais un garçon, je ne me serais pas fait de soucis. Dans ma tête, femme ou homme, c'est pareil. Hein. On est à la même échelle. Depuis toujours, la Melwin se nourrit des récits des grands navigateurs, avec une admiration particulière pour les navigatrices. Catherine sait qu'avant elles sont déjà quelques-unes à avoir prouvé que la mer aimait aussi les femmes. J'ai toujours rêvé d'aventuriers, des navigateurs, des premiers navigateurs qui partaient en mer en solitaire. Tous les gens qui traversent l'Atlantique à la rame, ça m'a toujours passionné. Donc des gens qui rament dans le monde, il y en a partout. Et Rame Guyane, j'ai suivi les premières éditions dès le départ. J'ai suivi les femmes qui ont fait les traversées aussi, Peggy Boucher, Maude, Anne Kéméré. Voilà, toutes ces femmes ne cherchent pas à faire un exploit, à faire de l'extrême ou faire du sensationnel, c'est dans moi. Mais sans chercher l'exploit, Catherine se maintient dans le 2e tiers du classement, en 10e position. D'autres, comme Didier Thor, préfèrent ruser, jouer la stratégie. Le routeur de Didier, son frère Jean-Luc, qui a déjà fait la traversée en 2006, a cru voir une fenêtre s'ouvrir par le sud, de l'autre côté de la zone intertropicale de convergence. Ce qui implique d'abord de traverser le poteau noir, un phénomène météorologique que les navigateurs ont plutôt tendance à fuir. Alors je suis un peu tout seul à suivre cette route, hein. Ils vont tous dans l'ouest, ce qui fait que je tombe au classement. Bon, il faut l'accepter, hein, parce que l'idée c'est de descendre dans le sud, de traverser la ZIC, zone intertropicale de convergence, autrement dit le poteau noir, et d'aller chercher dessous des vents de sud-est. Alors je me sens un peu tout seul sur cette option, mais cette idée ne me déplaît pas complètement en même temps.
Je vais être le seul à avoir vu le truc que peut-être les autres n'ont pas vu. Que les autres n'ont pas vu, ou simplement pas cherché. La course n'en est pas vraiment une pour tout le monde. Ils sont quelques-uns, comme Gérard Marie, bon dernier, à envisager Rame-Guyane comme une traversée, plutôt qu'une compétition. Alors le Vendéen prend le temps de profiter de l'aventure, quitte à ramer un peu moins. Ça doit être bon. J'ai jamais pêché de celui-là. En plus, c'est les petits, ça va. À chaque fois, ça me fait mal au cœur. Avec les dorades, c'est trop gros, j'ai plein de gâchis. Parce que oui, bien sûr, Rame-Guyane, c'est une course. Mais c'est aussi autre chose qu'on vient chercher, au milieu de l'océan Atlantique, si loin de la Terre. L'humidité permanente, les irritations dues au sel, les courbatures, la fatigue, c'est aussi un peu du prix à payer pour vivre cette solitude si rare et particulière. Tout va bien. Pastis, cacahuètes, c'est l'heure de l'apéro. Pourquoi l'apéro? Parce qu'aujourd'hui je suis en forme, j'ai très bien ramé. Voilà, je suis content. Tout a l'air de bien se passer. La mer est en train de monter un petit peu. Il y a un peu de vent. Voilà, ça me plaît bien. C'est qu'à part ramer, il n'y a pas grand-chose à faire sur ces petits bateaux de 8 mètres et leur cabine de la taille d'un cercueil. Les appels satellites de la Terre sont une distraction précieuse. Alors on les attend fébrilement, parfois très longtemps. Allô, oui. Ah non, là t'es chez Mathieu, désolé. Je crois qu'Harry est un peu plus haut, voire beaucoup plus haut. Ça va et toi? Vas-y. Ah petit à petit, on avance doucement. On cherche à faire un peu d'ouest quand on peut. Le truc qui s'est passé, c'est que les vents devaient changer. Il devait y avoir une rotation de vent hier, qui n'a pas eu lieu, et on dirait que c'est maintenant. Donc il y a eu un peu de retard, mais tout va bien. Voilà. L'inconvénient de ça, c'est que ça passe une fois sur deux. Quand finalement on est en ligne, encore faut-il le rester. Alors on continue d'attendre. Et quand décidément ça ne marche pas, on retourne ramer. Et les coups d'aviron s'enchaînent. Le temps s'étire. Ne reste que des successions de jours et de nuits toujours identiques, rythmées par le bruit des vagues et des rames qui caressent la surface de l'eau. Et une fois de temps en temps, la verticale d'un mât vient briser les ondulations monotones de l'horizon. Ah voilà, ils sont là, ils arrivent, ils sont tout proches. Le Léon 2, les deux Pascal, Capitaine Flamme, ils sont là tous les trois. C'est génial, ça va faire super du bien de discuter un petit peu. Bien que Rame-Guyane soit une course sans assistance, ils sont plusieurs bateaux à tourner autour de la flotte, au cas où. Chaque fois, pour les rameurs, ce sont comme des retrouvailles avec l'humanité, un avant-goût de l'arrivée. Très sympathique, voilà. Allez, à plus tard. Voilà, donc c'est toujours de belles images et toujours
toujours très très sympa. Et puis bon, ça faisait quand même une semaine que j'avais pas vu plus qu'une semaine, 15 jours, j'avais pas vu de bateau, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, ils me laissent. Hein, ils vont me laisser tout seul. Voilà, bah écoutez, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, bah ouais, en fait, je trouve que ce principe comme ça, c'est... Je m'y attendais pas ce matin à les voir. Puis au petit lever, je vois une voile au loin, ils sont venus. On a passé facilement plus de 2 heures ensemble, 2 ou 3 heures. Hein. J'ai ramé, on a parlé de plein de choses et c'est vrai que ça fait du bien, voilà, tout simplement. Et l'on regarde toujours les bateaux partir avec un petit pincement au cœur. Tous les participants se doutaient bien qu'à cette période, en dehors de la saison des Alizés, la course allait durer plus longtemps que les années précédentes. Mais à ce point, personne ne l'avait imaginé. 50 jours que les rameurs sont en mer, et les côtes sont encore loin. Certains ont déjà commencé à rationner leur nourriture. Aujourd'hui, préparation culinaire. Petite Marara qui voulait venir voir la grosse Marara. Bah, tant pis, elle est restée dans le cockpit. Bon, c'est une petite sardoche, on va dire. Hein, c'est pas une grosse portion, mais c'est ton vert, c'est ton jaune. Et puis voilà, on va le faire. En dehors de la saison des Alizés, les bateaux sont les jouets des changements de vent et de courant. Mais alors, pourquoi être parti si tôt ? Michel Aurault, l'un des créateurs de la course, n'y voit pas que des inconvénients. Je pensais que c'était opportun de partir plus tard, mais pour des tas de raisons sportives, économiques, enfin pour des tas de raisons, c'est parti à cette date-là. Et je suis très surpris de constater, je constate que ça développe tout un autre aspect intéressant. D'abord, ça a fait la part belle aux rameurs, aux vrais rameurs. Les autres éditions, il y avait beaucoup plus de vent, un alizé bien soutenu et bien développé dès le départ. Donc, le mauvais rameur ou le petit rameur, finalement, ça se voyait pas trop qu'il n'était pas un très bon rameur. Tandis que là, ceux qui rament pas beaucoup, ils sont derrière, et ceux qui rament très bien, ils sont devant, qui rament très bien et beaucoup, ils sont devant. Donc ça amplifie l'intérêt de l'aviron de mer, quoi. Ça, c'est quand même formidable. Bon, l'inconvénient, c'est que ça va durer beaucoup plus longtemps que les 40 jours que ça peut durer dans la saison d'alizé, quoi. Hein. Puisque là, on a vu que 40 jours, enfin 38 jours, c'était mi-parcours. Alors ça ne veut pas dire que ça va faire 2 fois 38 jours, hein. Non, mais enfin, ça va être quand même au moins 15 à 20 jours de plus que les 15 jours, au moins plus que les éditions précédentes. En 2012, lors de l'édition précédente, en seulement 37 jours, Pascal Vaudet avait bouclé sa traversée. Mais 2012, c'était une autre année, une autre saison. Depuis, une nouvelle équipe guyanaise a repris les rênes de la course et les contraintes ont changé. Malgré une mer relativement calme sur toute la traversée, 2014 restera sans doute dans les annales comme l'une des éditions les plus éprouvantes. En mer, la lassitude commence à gagner les rameurs. Décidément, la course s'éternise un peu trop au goût de certains. Comme pour Didier Thor, qui commence à regretter d'avoir choisi de faire route par le sud. Je suis dans le poteau noir, dans la ZIC, par 7,37 nord et 24,36 ouest. Et là, il y a un grain tout cassé depuis 9h ce matin. Il est quoi ? Il est 9h25. 63 jours. Une éternité. Les corps supportent de plus en plus mal l'eau déminéralisée, l'humidité, les courbatures, l'inconfort, le sel. Je vais être moral à 0 ce matin, toute la nuit. Donc on voit un oiseau. J'ai parlé avec un oiseau pendant un quart d'heure hier soir. À ce stade, il suffit d'un rien pour qu'une égratignure se transforme en handicap majeur. Les réactions du corps sont exacerbées. Les esprits à bout. Alors que la flotte approche enfin de l'arrivée, à seulement quelques centaines de milles de la ligne, Olivier Ducap est contraint d'abandonner la course. Une infection au pied, aggravée par une vieille maladie, ont eu raison de la détermination d'Olivier. L'état de santé du skipper
est suffisamment préoccupant pour qu'un hélicoptère soit dépêché sur zone. J'ai favorisé, j'ai préféré ma santé à la course et voilà. J'aurais quand même fait, je pense, une belle course. Et tant pis pour le podium. Il était à ma portée, hein. C'était trop difficile pour moi de ramer. Et j'aurais fait que du mal en plus. Donc, ma maladie aurait pu aggraver la blessure effectivement. Et voilà, c'était un peu mon défi personnel. Et voilà, il est presque atteint. Et voilà, je retrouve les miens et voilà, je me dis que j'étais bon quand même. Je me suis donné la preuve à moi-même que cette maladie, ben oui, je l'ai, mais à côté, je peux faire quelque chose. Ils ne sont désormais plus que 16 sur l'eau. Le lendemain, Antonio de la Rosa, victorieux, coupe la ligne d'arrivée aux îles du Salut après 64 jours, 4 heures et 30 minutes à travers l'océan Atlantique. Honor al vencedor! Ahí. L'Espagnol, 5e au classement quelques jours plus tôt, est parvenu, avec un peu d'audace, à se hisser en tête de la course, avec une demi-journée d'avance sur le second. La tierra, ya sale, ahí está el campeón. ¡Ay, que se mueve la tierra! Se mueve la tierra. Sí, muchas gracias. Felicitaciones. ¿Cómo fueron los últimos días en el mar? Los últimos días. Remar 22 horas en el día, durante 2 días sin apenas dormir, muy cansado, pero bueno, la verdad es que la satisfacción de haber podido ganar la carrera es muy grande. Ahora, tierra, ahora sí, ahora sí. Gracias. Aventurier quasi professionnel, Antonio de la Rosa traversait l'Alaska à pied, 1 an plus tôt. Pour l'Espagnol, en forme surprenante, l'Atlantique semble n'avoir été qu'une formalité avant la prochaine aventure. La verdad es que muy bien, me he sentido muy a gusto en la carrera desde el primer día, he estado bien, no he enfermado, estaba a gusto y sobre todo he salido muy tranquilo. He hecho 40 días aprendiendo a manejar la embarcación, llevando una vida normal, comiendo, durmiendo, remando unas 8 o 10 horas diarias, pero intentando cuidarme, porque sabía que la última parte de la carrera era fundamental llegar con energías y llegar bien con la cabeza. Y si me tomaba desde el primer día esto como una carrera, hubiera estado agotado el día 40. À Kourou, les Guyanais sont venus en masse pour acclamer le champion. Même Olivier Ducap, tout juste sorti de l'hôpital, a fait le déplacement. Antonio. Super course. Super course. Merci. Allez. Merci, tu pierna. Écoute, gran infección. voilà. Lo siento. Je suis désolé pour que no puedas llegar, sí. Lo siento que no hayas podido voilà, llegar. c'est super, c'est mieux. La voie est ouverte et les suivants ne sont pas loin. 18 heures plus tard, au petit matin, Laurent et Témer décrochent tranquillement la seconde place. Et surtout gérer l'arrivée pour ne pas se louper sur la ligne parce que il n'y a pas de deuxième chance quoi. Et avec les courants, impossible de faire marche arrière. Donc c'est surtout ça qui était un peu compliqué. Donc j'ai pas beaucoup dormi cette nuit pour gérer le cap correctement. Une petite crainte de la louper parce qu'à un moment j'ai une frayeur, j'ai vu deux feux, je voyais bien le phare mais j'ai vu le feu scintillant, j'ai pas vu au bon endroit. Donc je me suis dit zut, mais bon en vérifiant mon waypoint c'était bon donc il n'y avait pas de problème.
8 heures après, Jean-Pierre Lassalarié, puis Richard Perret passent la ligne avec une dizaine de minutes d'écart. Le podium est complet. Wow. Je pense que tous ceux qui ont fait cette course, franchement, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des gagnants, je dirais. Hein. On a tous fait notre Himalaya là. Ça, des courses comme ça, je crois qu'il n'y en a pas deux sur Terre. Là. C'est vraiment un chemin de croix. Hein. Donc là, je suis vraiment soulagé. J'ai très heureux d'être arrivé, évidemment. Et j'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma famille, mes amis que j'ai commencé déjà à retrouver. Une heure après, c'est au tour de Salomé Castillo, la benjamine de la course, de décrocher la 5e place. Après 64 jours de traversée, 5 arrivées en presque 24 heures. Du jamais vu dans l'histoire de Ram Guyane. Super. Super. 4 jours après, Catherine Barrois à la Malouine se classe 6e en 69 jours, 21 heures et 40 minutes. Les deux femmes de la course terminent donc dans le premier tiers du classement. Tout près d'entamer le deuxième tiers, Olivier Bernard est rabattu à la côte par un coup de vent. Il est obligé d'abandonner, à seulement quelques heures de l'arrivée. Ça fait râler d'échouer si près du but, mais bon, en plus c'est pas tout à fait un échec. Pour moi c'est pas rien. Mais non, c'est vrai que j'ai pas de bol. T'as pris un coup de grain, t'as remporté d'un coup. Ah ben depuis l'enfant perdu. Ah ouais. À l'enfant perdu, j'ai pris un grain et... T'as senti la secouer fort. Le lendemain, Philippe Malapert, plus prudent, lui ravit la 7e place, sans se presser. Bravo papa! Il est fou, hein, papa. Hein? Il est un peu fou. Pas trop. 2 jours avant le début de l'année 2015, et juste à temps pour assister à la remise des prix à la région Guyane. Je suis ravi d'entendre que ça va être pérennisé et que la course va continuer et qu'on va pouvoir donner la chance à d'autres skippers de traverser l'océan dans ces conditions-là. C'est vraiment une grande course, il faut vraiment la pérenniser. Je vous remercie madame de faire ça. Monsieur Antonio de la Rosa, s'il vous plaît. Mais pendant qu'à terre les premiers font la fête, les arrivées se poursuivent. Pour Didier Thor, le bigoudin, l'option sud a fini par payer. Malheureusement trop tard. Passé en 2 semaines de l'avant-dernière place à la 8e, le Breton s'offre une arrivée au coude à coude avec Rémi Landier. Les skippers passent la ligne avec 20 minutes d'écart. Laisse-moi 5 minutes. Il m'a emmené alors. Il doit ça. Bravo Rémi, bravo! Super! Pour McCoy et Olivier Montiel, la course se termine en remorque derrière le Berru, l'un des bateaux assistance de la course. Jusqu'au bout, l'océan n'épargne aucun de ses caprices aux rameurs.
Il y a maintenant quelques jours où nous nous sommes fait attraper, McCoy et moi, dans un maelstrom, vraiment un gros courant antagoniste qui plutôt nous rapprochait de la Guyane, nous éloignait, mais vraiment très rapidement. Et je partais à 3 nœuds. Dès que je ramais, en fait, je réduisais la vitesse du courant, mais j'ai jamais pu la réduire à valeur positive, j'étais toujours en négatif. J'ai lutté pendant 8 jours, tous les matins je descendais au sud. Je faisais plusieurs dizaines de milles et toutes les nuits j'arrivais pas à contrôler la remontée, donc je perdais en fait ce que je faisais, donc j'ai fait un yo-yo incessant pendant 8 jours. J'ai appelé Tara pour lui dire à l'organisation, bon ben voilà, j'abandonne la course, je mets mon cerf-volant. J'ai jamais pu l'envoyer, à chaque fois il retombait, pas assez de vent, trop de vent, et du coup je me suis fait dépaler, j'ai dû faire quelque chose comme 200 nautiques en plein est. Donc 200 nautiques que j'avais fait d'un côté, je la refaisais de l'autre. Donc imaginez que mentalement, psychologiquement, là j'étais quand même très bas. On s'est vite aperçu que le remorquage était indispensable pour la bonne et simple raison qu'avec notre simple motricité, même en ajoutant des jours et des dizaines de jours, on n'aurait pas été suffisamment fort pour s'en sortir, donc on n'avait pas d'autre choix que de se faire remorquer. Parce que sinon je serais arrivé dans une dizaine de jours seulement, et ma femme attendait sur Cayenne, et ça... Voilà, je préférais passer ces journées-là avec ma femme plutôt qu'être aéré seul sur l'eau. Avec McCoy, on a fini le voyage tranquillement, en 4 jours, on a pu arriver donc à Cayenne, ce qui est malgré tout une arrivée. Donc on sait que l'aventure est différente, on sait qu'elle a duré 77 jours, c'est le double des éditions précédentes. C'est une arrivée, point final. Super ! 78 jours pour Mathieu Martin, le Basque, qui n'a pas pour autant perdu son sourire, ni son sens de l'humour. Alors j'hésite entre le Costa Rica de faire de l'Atlantique au Pacifique. La muraille de Chine à pied. Dernière frayeur de la course, Patrice Maciel manque de s'échouer dans la mangrove, tout près de Cayenne. Les membres de son équipe, partis l'accompagner sur les derniers milles, arrivent juste à temps pour récupérer le skipper. On s'est inquiété quand on est arrivé près de l'enfant perdu et que le cross nous a appelé pour nous dire qu'il avait déclenché sa valise. Pas de communication, une houle de 4 mètres très serrée, très forte, une mer démontée. Quand on est arrivé, on a vu que le bateau était sur le dos. Pascal a réussi à m'amener une corde. Patrice est monté à bord avec sa combinaison. Il était bien. Il était pas trop choqué, il était bien. On a réussi à retourner le Boston, le canot une première fois. Et on a voulu sortir de là parce qu'on était sur 3 mètres de fond. Donc des déferlantes très serrées qui nous secouaient dans tous les sens. Et face aux déferlantes, à un moment donné, je me suis même pas rendu compte qu'on avait perdu le bateau. C'est Pascal qui ne m'a rien dit au départ, il m'a laissé manœuvrer. Et puis quand on s'est éloigné un peu de la côte, il me dit tu peux y aller maintenant parce que le bateau n'est plus là. Mais bon, on était tous à bord et il fallait sortir des déferlantes. C'était chaud. C'était chaud. Bravo. C'était très chaud. Quelques heures plus tard, c'est Gérard Marie, le doyen de la course à 68 ans, qui clôture la 4e édition de Rame Guyane. Dans quelques années, assis à regarder le feu dans la cheminée, j'y repenserai. Les Noëls, j'ai vécu Noël dans le bateau, c'était beau. Je repenserai, donc il est heureux le bonhomme. Le bonhomme, il est content. Voilà. « 64 jours pour le premier, 83 pour le dernier. Près de 5000 km parcourus avec une paire de rames, un bateau de 8 mètres et la force d'un rêve.